Point de vue ce soir entre Éric Delannoy et William Tay. On va s'arrêter sur une autre actualité forte du jour. C'est l'aboutissement de la charte des principes de l'islam en France. Après des semaines et des semaines de discussions, parfois houleuses. Mais cette fois, ça y est, un texte a vu le jour. Les dirigeants et les fédérations du Conseil français du culte musulman ont trouvé un terrain d'entente. Ils étaient reçus aujourd'hui à l'Elysée. Emmanuel Macron a même salué un engagement net et clair. On verra ce qu'il en est avec nos invités dans un instant. D'abord, le détail, les images, les réactions. Marion Delpech. Les dirigeants du Conseil français du culte musulman, unis à la sortie de leur rencontre avec le chef de l'État. Après plusieurs semaines de crise interne, la charte des principes de l'islam de France est finalement approuvée par l'ensemble des fédérations du CFCM. Il y a une volonté partagée aujourd'hui qu'il faudrait que ce moment historique, ce pas historique que vient de franchir l'islam de France, puisse permettre à l'ensemble de nos concitoyens de confession musulmane de vivre leur spiritualité, leur religion en harmonie avec leur citoyenneté pleine et entière. Réclamée par Emmanuel Macron dans la foulée de son offensive contre le séparatisme, cette charte réaffirme la compatibilité de la foi musulmane avec les principes de la République, dont la laïcité et l'égalité femmes-hommes. Elle rejette l'instrumentalisation de l'islam à des fins politiques, l'ingérence des États étrangers dans l'exercice du culte musulman et toutes les formes de discrimination et de haine de l'autre. L'étape suivante, c'est la création d'un Conseil national des imams pour labelliser les chefs religieux musulmans exerçant en France. Mais pour la sénatrice écologiste Esther Benbassa, la vraie priorité est la formation des imams. On peut labelliser un imam, mais sur quelle preuve, sur quelle base? Et là, c'est un problème. Nous avons demandé depuis des années qu'il y ait une formation pour les imams, une formation mixte théologique et une formation, disons, de type universitaire, laïque. Concernant la mise en place de cette charte, une interrogation subsiste, estime la sénatrice centriste Nathalie Goulet. La grande partie des musulmans de nos concitoyens français de confession musulmane respectent parfaitement toutes ces règles, et pour celles qui ne les respectent pas, pour ceux qui ne les respectent pas, je crains que ce document soit insuffisant. Le Conseil français du culte musulman entend désormais soumettre la charte aux imams et responsables de mosquées afin d'obtenir la plus large adhésion possible. Avec nous pour le match des idées en direct ce soir sur Public Sénat, Éric Delannoy, bienvenue. Vous êtes président fondateur du cabinet Tenzing Conseil. Et William Tay est également avec nous. Bienvenue, vous êtes président du think tank Le Millénaire. Merci à tous les deux. Rappel de l'égalité homme-femme, pédagogie sur certaines pratiques et notamment refus de l'excision, des certificats de virginité, mariage forcé, condamnation des discriminations antisémites, homophobes ou anti-musulmanes, refus d'un islam politique. Emmanuel Macron a salué un engagement, je le cite, net et clair. Comment vous voyez cela, Éric Delannoy? C'est un bon début? Oui, c'est un bon début sur lequel il faut rester relativement humble parce que ce qui est écrit ne veut pas dire que c'est ce qui sera fait. Donc on va voir un petit peu l'ardeur avec laquelle le CFCM va mettre ça en œuvre, notamment dans les consultations qui sont en train de se lancer. Aujourd'hui, en tout cas sur le papier, la charte, on ne pouvait pas aller plus loin. Enfin, quand on lit la charte, même si on n'a pas pu voir les 8 pages, mais en tout cas ce qu'on en a vu, on est quasiment sur un texte des Lumières, donc ce qui est plutôt très intéressant. Pour vous, c'est pas à minima. On n'a pas revu les ambitions à la baisse pour mettre tout le monde d'accord. Il y avait 3 thèmes qui étaient en discussion, qui a généré une crise d'ailleurs. Oui. Et ces trois thèmes-là, manifestement, ont été très clairement résolus. Enfin, objectivement, quand on parle de l'égalité homme-femme, le texte y fait référence. Quand on parle de la laïcité, de la reconnaissance de la laïcité, le texte y fait référence. Le texte, pour les extraits qu'on en a vus, c'est un texte qui est, à mon avis, extrêmement volontariste. Maintenant, vu la douleur dans laquelle il a accouché, vu le fait que le CFCM reste quand même une institution qui est très fragile au sens où elle est dénigrée, où elle n'a pas beaucoup de bilan depuis sa création en 2003, elle a vraiment un ensemble de fédérations, un manque de légitimité, parce que la légitimité d'un système vis-à-vis des musulmans et du culte musulman qui est multiforme et qui en fait témoigne de pratiques très 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 différentes, dans lesquelles il n'y a pas de clergé, donc pas de référentiel, c'est éminemment compliqué de pouvoir s'imposer. Et
donc de voir comment le CFCM, qui n'a pas ce passé glorieux, va pouvoir réussir à imposer une démarche volontariste dans l'ancrage de l'islam dans la loi de la République, je demande à voir comment ça va s'incarner par des actes, parce que les mots c'est bien, les actes c'est mieux. William T, vous avez les mêmes craintes ou est-ce que déjà ce texte vous semble effectivement quand même assez fort et aller suffisamment loin ? Je pense que ce texte est un bon point parce que globalement, le combat du XXIe siècle sera celui de la France contre l'islamisme. Donc en fait, chaque pas fait pour la République est un bon signe. Donc il faut les encourager. On peut regretter, comme vous l'avez dit, la question de l'applicabilité, est-ce que ce sera efficace ou pas. Mais après, globalement, en fait, ça permet de poser et de gagner un combat qui est culturel et donc un combat projet contre projet, celui de la République contre celui de l'islamisme. Il y a un sondage IFOP qui montrait que 74% des musulmans de moins de 25 ans plaçaient la loi de leur foi au-dessus de la loi de la République. Donc au-delà des questions de principe, et c'est important de mettre des questions de principe parce que ça permet de poser les bases de son projet idéologique, ça permet de montrer ce qui est compatible, ce qui est pour la République et ce qui est contre la République. Et ça permet en fait, je pense que c'est un point parmi d'un grand point qui doit être un projet global. La loi séparatisme en fait partie. En fait, ce qu'il faut faire, c'est mener un combat global contre l'islamisme. Donc ça repose à la fois sur la conjonction des forces intérieures et des forces extérieures, de garder une politique étrangère cohérente avec notre politique intérieure. Si à ce moment-là, on combat l'islamisme profondément, on doit être fort contre Erdogan. Quand Erdogan s'attaque à l'Arménie, s'attaque à nos voisins européens, la Grèce, la Chypre, il faut être fort contre eux. Oui, donc vous, il faut aller beaucoup plus loin que cette charte. Il faut voir le problème sous un angle plus global. Je ne vais pas critiquer, c'est un bon point, mais c'est un point parmi un grand nombre de points qu'il faut prendre parce que c'est un combat global et c'est un combat de société en fait. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que des jeunes se détournent de la République ? C'est parce qu'ils ne croient plus en notre projet. C'est tout simplement pour ça. Et si notre projet n'est pas assez fort, on ne l'affirme pas assez fort, mais il faut rester cohérent. À chaque faille qu'on aura dans cette cohérence, ce sera une brèche dans laquelle s'engouffrera l'islamisme. Éric Delannoy, vous êtes d'accord ? Il faudrait voir... Oui, je suis assez d'accord. Alors, c'est vrai que la politique étrangère a encore ces logiques qui échappent un peu à la logique, on va dire, territoriale et de la nation. Mais sur le fond, je ne peux être que d'accord avec ça. Moi, je vois deux points très importants qu'il faudrait compléter très rapidement. Le premier point, c'est ne pas se contenter que ce Conseil national des imams choisisse, labellise ou certifie des imams, mais est une énorme action de formation. Aujourd'hui, c'est sur les 2500 imams en France, on estime qu'il n'y en a même pas un tiers qui connaissent vraiment le Coran. C'est-à-dire qu'en gros, la parole aujourd'hui des imams, c'est une parole qui est liée à une capacité à entraîner les foules, à potentiellement prêcher, mais qui ne correspond pas à une véritable formation théologique telle qu'elle devrait être pour pouvoir prétendre à cette charge-là. D'accord. Et donc, il y a une immense formation à mettre en place. Et puis, le deuxième grand chantier sur lequel, objectivement, on n'a pas vu grand-chose aujourd'hui parce que c'est compliqué de s'y attaquer, c'est la radicalisation sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est pas les mosquées et c'est pas les imams qui font la radicalisation sur les réseaux sociaux. C'est intéressant, je peux juste vous lire les propos de Tarek Oubrou, imam de Bordeaux, qui dit sensiblement la même chose sur France Info. La radicalisation aujourd'hui est véhiculée à travers les réseaux sociaux, ce n'est pas dans les mosquées ni dans les associations cultuelles. Et il ajoute, c'est dommage que le CFCM produise ce texte sous la pression politique alors qu'il aurait dû prendre l'initiative par lui-même. Alors moi, je n'aime pas la conclusion parce que encore une fois, je suis d'accord que c'est une pierre, une énorme pierre donnée à l'édifice, cette charte qui est mise en place. Ce qu'on est en train de se dire, c'est que c'est juste pas suffisant au regard de ce gros chantier des réseaux sociaux qui, par ailleurs, doit être traité pour plein d'autres choses. La loi Avia a été un échec. Il faut absolument qu'on travaille sur cette fameuse haine sans laisser à des entreprises privées être les législateurs de la vie privée ou de la bienséance entre les personnes. C'est vrai que dans votre vision globale, vous n'avez pas parlé des réseaux sociaux, mais c'est un problème. Oui, tout à fait. On a vu l'affaire Mila, par exemple, et même n'importe qui. Pas que, parce qu'en fait, globalement, quand on critique l'islamisme, on est certain, globalement, de recevoir une centaine ou 200 messages sur les réseaux sociaux, avec toutes les insultes que j'épargnerai sur ce plateau, mais globalement, vous vous faites attaquer. Et aujourd'hui, on peut se poser notamment la question de la responsabilité des réseaux sociaux. Ils encouragent certains discours, comme le discours de Ramenei, qui prône un génocide. Ils encouragent, ou en tout cas, ils laissent perpétrer des gens qui ont encouragé la mort de Samuel Paty. Et ils censurent un président américain. Je pense que la France doit s'extraire des réseaux sociaux. Et notamment, ça va être la question du juge, en fait. Est-ce que le juge est en capacité, le juge français est en capacité d'apporter des réponses rapides, le plus rapidement possible? Oui, mais rapide, c'est rapide. Et aller au niveau de la rapidité des réseaux sociaux, c'est compliqué. Non, mais au moins le fait d'appliquer les peines pénales, le fait d'avoir une réponse plutôt rapide, c'est-à-dire en moins de 6 mois ou moins d'1 an, ça apportera déjà un premier élément pour combattre la haine sur les réseaux sociaux et la radicalisation sur les réseaux sociaux. Parce que notamment, je pense que le gouvernement a pris
la mesure. En tout cas, il a compris qu'il y avait une nécessité d'avancer dessus. Ils ont encouragé le recrutement de greffiers, de personnel administratif dans les tribunaux. Et je pense que globalement en France, on a vu qu'il y avait un souci, c'est que globalement l'État était plutôt obèse sur le volet social, mais faible sur le régalien. On manque d'effectifs en termes de forces de sécurité, et notamment sur le personnel de justice. Je pense que la crise que nous sommes en train de vivre, de nous permettre de réorienter nos priorités et de les mettre haut et fortes, notamment sur la question du régalien et de la justice. Allez, sans transition, on passe au deuxième thème de ce match. En période de crise sanitaire, l'info n'est pas passée inaperçue. Les syndicats de Sanofi affirment que la direction leur a annoncé la suppression de 400 postes dans la recherche et le développement. Avant de vous demander si cela vous choque ou pas, je voudrais qu'on accueille dans ce match des idées Sylvie Latilleul. Bienvenue, vous êtes rédactrice en chef d'Industrie Pharma, revue spécialisée dans l'actualité des laboratoires pharmaceutiques et de la distribution des médicaments. Alors que Sanofi est l'objet de critiques pour son retard sur le vaccin, est-ce que cette annonce de suppression de postes vous pose question à vous? Comment vous l'analysez, cette annonce ? Alors moi, je voudrais vous dire que bien sûr, c'est tout à fait regrettable pour les familles qui sont concernées par ces suppressions de postes. Mais nous, en fait, au niveau de notre magazine, on analyse ça sur le temps long. Et ce que l'on s'aperçoit, c'est que, en fait, ça coûte très cher de faire de la recherche. Et maintenant, il est beaucoup plus intéressant, au lieu de faire de la recherche en France, à Paris, à Francfort, dans nos petits laboratoires, d'aller racheter des molécules, des technologies dans différents pays, notamment aux États-Unis, auprès de start-up qui ont l'intelligence technologique pour aller beaucoup plus vite. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé cette année. Sanofi a fait 3 acquisitions phares dans des domaines notamment de l'oncologie, l'immunologie, pour pouvoir accélérer cette recherche. Et quand on va, par exemple, aux États-Unis chercher une recherche, c'est une recherche qui date de 10-15 ans parfois, qui a pu être élaborée par des très grands scientifiques, parfois même des prix Nobel. On va vraiment chercher de l'intelligence là où elle se trouve. Et cette intelligence, elle bénéficie à qui? Elle bénéficie aux patients, bien entendu. Ça permet d'accélérer la recherche, de la faire la plus performante possible et au bénéfice des patients. Donc, c'est regrettable pour les salariés de Sanofi, mais il faut voir, donc maintenant, on a changé de dimension dans la recherche. Sylvie Latilleul, Philippe Martinez, leader de la CGT que vous connaissez probablement, lui, il s'interroge sur le rapport entre les suppressions de postes et le retard du vaccin. Est-ce qu'on peut faire un lien? Est-ce qu'il est pertinent, ce lien? Est-ce que le retard pourrait être lié à cette stratégie dont vous parlez de restructuration, de refondation du secteur? Non, moi, je pense que ça n'est pas lié parce que le vaccin, certes, c'est un sujet important pour Sanofi et la planète, mais Sanofi a quand même beaucoup d'autres enjeux à mener en parallèle. Ils font énormément d'oncologie, ils font énormément d'immunologie, ils ont des gros programmes de recherche, ils sont sur les maladies rares, ils sont dans les maladies du sang. Donc moi, je ne vois pas ça comme un lien. Par ailleurs, c'est un retard, mais Sanofi nous promet quand même de délivrer un vaccin d'ici à la fin de l'année. En temps ordinaire, on met 10 ans pour élaborer un vaccin. Là, on est à peu près à 12 mois. Ils vont glisser jusqu'à 18. Bon, on ne peut pas non plus leur jeter totalement la pierre. Dernier point, et ensuite je ferai réagir nos invités en plateau. Sylvie Latilleul, les syndicats ne comprennent pas non plus comment Sanofi peut bénéficier des crédits d'impôt recherche, distribuer des dividendes à ses actionnaires et supprimer des postes. Oui, alors là, effectivement, on touche un point un petit peu plus compliqué, mais encore une fois, bon, il faut quand même avoir une vision globale. Qu'est-ce qui est bon, in fine, pour le patient et qu'est-ce qu'on peut lui apporter de mieux? C'est vrai qu'on peut regretter que lorsqu'il fait sa pêche aux biotech, et ces derniers temps aux États-Unis, au Royaume-Uni, on peut regretter qu'il n'aille pas pêcher de la science en France, parce qu'en France, on a beaucoup de recherches qui sont issues du monde académique, et on pourrait se dire, est-ce que vraiment Sanofi va jusqu'au bout? Après, nos biotech, elles ont souvent des petites tailles, elles sont moins développées, elles n'ont pas pu accélérer parce que pas d'investissement assez important. Donc, on a un petit peu nos mots en France pour développer la biotech, mais c'est peut-être ce qu'on pourrait
leur reprocher, peut-être plus soutenu. Et on va poursuivre la discussion en plateau. N'hésitez pas, faites-nous signe si vous avez envie de réagir à ce qui est dit par nos invités. Éric Delannoy, ça interroge quand même en pleine crise sanitaire. Non, pas plus que ça, vous? Alors non, alors je rejoindrais, enfin moi je suis assez en phase avec ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire que d'abord, on n'est jamais très content quand il y a des suppressions de postes, c'est évident. Mais il ne faut pas tout mélanger en fait. Une entreprise, ça s'adapte, ça vit. Le plan stratégique de Sanofi est très clair depuis maintenant quelques années sur un recentrage de ses activités où ils veulent sortir des maladies chroniques pour aller vers l'oncologie, le vaccin, confirmer le vaccin et puis les maladies rares. Et on sort progressivement du cardiovasculaire et des maladies, on va dire, chroniques. C'est une stratégie de recentrage. Et il faut se poser la question de savoir si elle est habile ou si elle est, on va dire, juteuse, si je puis dire, en termes de politique d'entreprise. Mais ça a des conséquences. Quand on fait un recentrage de stratégie, on adapte ses effectifs. Or, la recherche et développement, ce ne sont pas des personnes interchangeables, ce sont des expertises. Quand on se recentre et qu'on sort de la recherche et développement sur le diabète, par exemple, ou sur la maladie cardiovasculaire, eh ben, il y a malheureusement les personnes qui ne sont plus adaptées, qu'il faut soit recycler, qu'on va accompagner. Je ne connais pas le plan d'accompagnement de Sanofi, mais j'imagine que l'entreprise va faire ça de manière responsable, de manière à pouvoir se concentrer sur là où on veut mettre ses forces. Donc ce n'est pas du tout, je veux dire, la CGT a fait des raccourcis faciles comme on est. Pas que la CGT, l'opinion, s'est posé quand même des questions ce matin en voyant l'information. C'est toujours les problématiques de communication, mais vous savez, on peut malheureusement avec la communication, vous savez comme moi qu'on peut malheureusement raconter n'importe quoi. En l'occurrence, il y a une cohérence très forte entre ces suppressions de postes et la stratégie de Sanofi. Je terminerai sur le fait que je suis d'accord aussi sur le fait que depuis maintenant de nombreuses années, les biotech prennent de l'ampleur et en gros les grandes entreprises pharmaceutiques délèguent en fait ou achètent des brevets à ces biotech et ne produisent plus et ne font plus de recherche, de moins en moins de recherche et développement en propre. Et donc ça veut dire qu'elles vont également se détacher de ces ressources propres parce qu'elles vont accroître les recherches extérieures. C'est ce qu'on appelle la segmentation de la chaîne de la valeur qui leur permet d'avoir justement de l'agilité par rapport à leur stratégie. Et c'est vrai qu'on n'a pas encore entendu Sanofi qui ne s'est pas vraiment exprimé. Alors nous, on a eu plutôt l'attaché de presse dans l'après-midi qui nous a expliqué quand même quelques points. Et puis l'État qu'on n'entend pas. La CGT dit l'État observe sans rien faire alors que l'État pourrait intervenir, il est actionnaire. L'État est actionnaire, mais après, je partage ce qui a été dit précédemment. En fait, globalement, Sanofi est en difficulté, est en retard par rapport à ses concurrents. L'objectif pour Sanofi, c'est de pouvoir se redresser, pouvoir de nouveau redevenir un numéro 1 mondial. On le voit notamment, ils sont en retard sur la question du vaccin. Ils ont pris retard par les concurrents allemands. Donc pour vous, c'est l'inverse. Ils seraient au contraire meilleurs. Ils seront encore meilleurs s'ils recentrent bien leur stratégie, s'ils poursuivent cette direction. Pour moi, la logique du commerce international aujourd'hui, c'est qu'une entreprise est performante si elle a une logique de spécialisation. Et une fois qu'elle a une logique de spécialisation, elle est capable de devenir hégémonique sur un marché et de pouvoir étendre ses capacités. On le voit notamment sur la question des GAFA. En fait, au départ, ils partent d'un produit spécifique, ils deviennent leaders d'un produit comme Apple avec les MacBooks, Microsoft avec Windows, etc. C'est à partir de leurs produits de marge qu'ils arrivent à élargir en fait, leur domaine et à devenir bons dans plusieurs secteurs. Je pense que le problème de Sanofi, c'est que dernièrement, ils ont eu une question d'investissement sur la recherche. Ils ont un problème dessus. Le ratio bénéfice-dividende n'est pas optimal. Je pense qu'ils ont un problème, c'est qu'en fait, globalement, en fait, leur part d'actionnariat en fait, est trop dépendante des actionnaires et en fait, ils versent beaucoup trop de dividendes. Par contre, est-ce que l'État doit interférer dans le marché ? Je ne pense pas, parce que ce n'est pas une question de rachat par une entreprise étrangère, ce n'est pas une question de secteur stratégique, c'est globalement une stratégie d'entreprise qui doit être développée. Je pense que plutôt que d'intervenir régulièrement, il doit encourager la liberté d'entreprise, parce que si Sanofi le fait, je ne pense pas que ça les fasse plaisir, c'est qu'ils n'ont pas le choix en fait. Et je vous remercie Sylvie Lattuel d'avoir été avec nous, d'être intervenue dans ce match des idées ce soir pour évoquer cette thématique. On va passer au troisième thème de ce match des idées, le hashtag MeTooInceste qui a inondé les réseaux sociaux ce week-end depuis la parution du livre de Camille Kouchner et ses révélations sur les agissements présumés de son beau-père Olivier Duhamel. Beaucoup de témoignages d'anonymes sur les agressions sexuelles qu'ils ont vécues de la part d'un membre de leur famille, ce qui donne lieu à une question. Faut-il durcir la loi sur l'inceste ? C'est oui pour Marlène Schiappa, qui défend d'ailleurs les propositions de la députée En Marche Alexandra Louis, qui travaille sur la manière de mieux durcir la loi, notamment sur les questions d'inceste pour mieux les qualifier et les sanctionner. Brigitte Macron, hier soir sur TF1, elle dit espérer une évolution également. Écoutez. C'est difficile d'en parler, c'est courageux d'en parler, mais il faut, tant que ça reste tu, le silence, c'est la mort de l'acte. Donc il faut absolument que ces actes soient sus et que ces actes ne soient pas tus.
Et ça passera par une réforme judiciaire ? Alors là, nous rentrons sur un terrain sur lequel je ne vais pas. Je le souhaite, je l'espère. Je l'appelle de mes voeux. Brigitte Macron l'appelle de ses voeux, Éric Delannoy. Il faut faire évoluer la législation sur la question de l'inceste. Je pense qu'il y a déjà une chose sur laquelle on pourrait travailler, c'est, je vais essayer de dire le mot sans y... je sais ce que vous allez dire. L'imprescriptibilité. Ouais. J'y suis arrivé. Il faudrait qu'on arrive à rendre ces crimes-là imprescriptibles. Pourquoi ? Parce que c'est typiquement, quand on parlait de silence qui tue l'acte, il y a le traumatisme du silence qui fait qu'en général, il y a un refoulement qui se fait et psychologiquement, ça peut ressurgir 10, 20, 30 ans après. L'amnésie post-traumatique. L'amnésie post-traumatique, c'est exactement ça. Et sur ce crime-là, dont l'amnésie post-traumatique est une caractéristique forte, on doit pouvoir faire en sorte que la loi le prenne en compte et donc qu'on le rende imprescriptible. Pour moi, c'est déjà un point majeur. Le deuxième sujet, ça va être de faire les choses en responsabilité pour réussir à inscrire dans la loi la chaîne de responsabilité qui se met en place dans l'inceste. Parce qu'il y a bien une chaîne de responsabilité. Contrairement à MeToo, c'est des infractions, un harcèlement sexuel, une responsabilité individuelle par rapport à un comportement déviant. Là, il y a certes un comportement déviant et une responsabilité individuelle, mais il y a aussi une responsabilité collective de l'entourage, une responsabilité collective de l'intime. D'une cellule familiale. Et d'une cellule familiale qui va être très compliquée de dénouer pour pouvoir faire en sorte... Parce que l'inceste tient à ça, en fait. Aujourd'hui, quand il y a le MeToo inceste, bien évidemment que ça libère la parole, mais ça libère la parole de ceux qui ont réussi à dépasser. Ça ne permettra pas à ces jeunes qui sont victimes de l'inceste aujourd'hui, donc sous emprise, donc inclus dans cette chaîne de responsabilité qui leur impose de le silence, ça ne fera malheureusement rien. Et ça, je vous avoue que pour travailler sur la loi, pour dénouer cette chaîne de responsabilité, faire en sorte de la casser et d'amener ces jeunes-là avant qu'il ne soit trop tard et que leur vie soit détruite, ça va être compliqué. William Tay. Je partage complètement ce que vous avez dit. En fait, les deux, il y a même, j'ajouterai d'autres points, mais la question de l'imprescriptibilité, bien joué, parce que globalement, aujourd'hui, quand on regarde les témoignages qui sont faits, ce sont globalement des personnes qui sont touchées quand elles sont très jeunes et vont dénoncer. Alors, est-ce que je peux me permettre d'apporter une précision ? Oui. Normalement, on a eu 2 avocats la semaine dernière sur ce plateau qui, tous les deux, étaient contre l'imprescriptibilité parce qu'ils nous disaient c'est quasiment prescriptible déjà, puisqu'on peut porter plainte jusqu'à 30 ans après sa majorité, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 48 ans. Et surtout, il nous disait, attention à la double peine, c'est-à-dire que 30 ans plus tard, on n'a plus de preuves, donc a priori, ça débouche sur un non-lieu. Donc ça veut dire que la victime, non seulement a dû attendre longtemps, mais en plus, elle a un procès qui dit non, vous n'avez pas vraiment été victime, ou en tout cas, on n'a pas les preuves. Est-ce que c'est pas plus douloureux ? Ça peut être plus douloureux, mais je pense que ce qui est très douloureux, c'est d'avoir été victime d'un acte criminel et de ne pas pouvoir se prétendre devant la justice qui rend une décision au nom du peuple français. L'inceste est un crime pénal. C'est puni par 10 ans d'emprisonnement, je crois de souvenir. Et globalement, en plus, il y a un sondage qui a été fait qui dit que l'inceste apparemment touche 6,7 millions de personnes. Donc il y a 6,7 millions de personnes qui sont touchées par l'inceste, dont la dénonciation est difficile. Surtout, ce sont des actes d'ascendant sur descendant, donc ça concerne des enfants. Et puis il y a un deuxième acte qui est lié à la question de l'inceste, c'est que si ce sont des enfants qui sont touchés, ce sont aussi des actes pédophiles. Donc il y a 2 actes qui sont liés, qui sont punis d'une peine pénale importante. Je ne pense pas qu'il faille changer la réforme pénale. Il faut plutôt faciliter la dénonciation. C'est-à-dire qu'il faut encourager les personnes, même si c'est très difficile quand on est jeune, de pouvoir aller devant la justice et dénoncer. Comme vous l'avez dit, il faut briser le tabou familial. En tout cas, renverser la culture en disant que globalement, plutôt que de se protéger, il faut dire que c'est une peine, c'est une faute morale de pouvoir ne pas la dénoncer. Et puis ensuite, après, il y a un 3e point, c'est accompagner la personne et notamment la question du service à l'enfant. Si les enfants le font quand ils sont encore jeunes, de pouvoir les extraire de cette famille et de les extraire de ses souffrances. Un dernier mot, Éric Delannoy. Oui, non, simplement, l'avantage de cette imprescriptibilité, c'est justement non pas seulement de regarder si peut être jugé le crime en cause, mais également de regarder s'il n'y a pas des responsabilités par ailleurs ou d'autres victimes pour lesquelles le crime ne serait pas imprescriptible. Donc, je peux comprendre cette notion de double peine, mais à mon avis, au regard de l'importance de la douleur qu'il peut y avoir et du phénomène, je pense qu'on ne risque pas grand-chose. En revanche, sur la notion de dénonciation quand même, un point important. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec les coups de balancier, si vous voulez. Le MeToo inceste, c'est très bien pour libérer la parole. Attention
à ne pas rentrer dans un politiquement correct ou dans des espèces d'abus non plus. Moi, j'ai en tête ce couple américain qui, parce qu'il avait photographié un jour de canicule 2 de ses enfants jeunes dans leur piscine nus en train de jouer très gai pendant les vacances, a été dénoncé par le photographe. Ils ont été virés de leur boulot. Ils ont été vilipendés. Ils ont mis 10 ans à gagner leur procès. Ça leur a coûté 50 000 $. À la fin, ils étaient ruinés psychologiquement et financièrement. Ça, moi, je ne veux pas le vivre en France, en fait. Non, mais je suis d'accord avec vous dessus. Mais après, quand on regarde, par exemple, l'affaire du Hamel, c'est globalement un cercle de pouvoir qui est quand même très important. C'est le siècle. Donc, ce ne sont pas n'importe qui. Donc, si on ne permet pas MeToo, un avantage, c'est que ça permet de libérer la parole dans un certain sens. Après, effectivement, il faut condamner, si par qu'il y a des abus et des condamnations calomnieuses, mais c'est condamné par la loi. Et je pense qu'il faut agir sur les deux leviers. Mais par exemple, on peut se poser des questions. Par exemple, sur le siècle et sur le cercle du Hamel, c'est globalement le représentant de la gauche caviar, et quasiment de ce qu'on comprend dans le livre, c'est quasiment tout le cercle était au courant, qui donne des leçons de morale à la terre entière, qui ne se l'applique même pas. Donc voilà. Et on va s'arrêter là. 4e et dernier thème, on s'arrête là sur ce thème, mais il y en a un 4e. C'est cette information de nos confrères de France Inter, selon laquelle Emmanuel Macron, malgré les récentes pressions de son allié François Bayrou, aurait enterré l'idée d'introduire une dose de proportionnelle aux élections législatives. Plus le temps pour une réforme des institutions avant la fin du quinquennat, et plus la priorité des Français, selon l'entourage du président. Pourtant, les crises de défiance que nous connaissons pourraient nous amener à penser le contraire. Je voudrais qu'on écoute sur ce point l'essayiste David Giles, que nous recevions jeudi sur ce plateau. Je ne pense pas que ça doive s'arrêter à une réforme des institutions. C'est-à-dire que on est en 2021, on aura une élection présidentielle l'année prochaine, ça ne vous a pas échappé. Je sens déjà arriver la multiplication des propositions institutionnelles, un peu plus de pouvoir au Parlement, on supprime le Premier ministre. Ça commence déjà avec une mise en question du quinquennat aussi. Exactement, ça commence déjà. D'ailleurs, moi, le quinquennat, je pense que ça a été une très mauvaise chose pour, en tout cas, l'inversion du calendrier. Parce que ça a démonétisé la représentation nationale. Mais je ne pense pas que s'en tenir à une réforme des institutions soit rendre justice à la gravité de la crise qui est la nôtre. C'est vraiment une crise de confiance dans la capacité de l'action publique à avoir des résultats, à changer la vie des gens, à tenir sa parole. Alors, c'est un vaste sujet, mais il nous reste que quelques minutes. Mais bon, allons-y quand même. Éric Delannoy, une réforme des institutions nécessaire, indispensable, pas le moment? Je pense qu'il devrait y avoir une réforme de l'efficacité de l'État et de l'administration, ce qui n'a rien à voir plutôt qu'une réforme institutionnelle. De mon point de vue, la stabilité de l'État institutionnelle dans l'époque où on vit, je veux dire, objectivement, ce dont a besoin les Français aujourd'hui, c'est de retrouver de la sérénité, de la joie de vivre. Je veux dire, c'est pas en mettant une dose de proportionnelle. Et si on parle de défiance, dose de proportionnelle, ça ne marchera jamais. Si les personnes qui sont en pointe sur ce sujet-là veulent lutter contre la défiance, ils voudront la proportionnelle intégrale. Sinon, 15%, 20%, 10%, on ne se mettra jamais d'accord sur un taux de proportionnalité. Alors, il est vrai que c'était inscrit dans le programme d'Emmanuel Macron. Mais vous savez, le programme d'Emmanuel Macron, il était aussi sur le désendettement, il était aussi sur plein de choses que la crise du Covid a totalement ruiné. Je ne suis pas sûr que dans le contexte actuel, il faille mettre ce chantier-là sur la table au regard des priorités qui sont à gérer. En revanche, on peut se poser la question de savoir si ça ne devrait pas être une priorité du quinquennat qui viendra par la suite. Et pour finir, moi je suis parfaitement d'accord sur le fait que s'il doit y avoir réforme institutionnelle, c'est revenir sur le quinquennat qui est une catastrophe absolue en termes d'institutions et de prise de décision et de capacité à avoir une opposition qui soit une véritable opposition constructive. C'est un sujet qui revient beaucoup ces dernières semaines, William Tay. Oui, mais en fait, on veut faire une réforme des institutions quand on est impuissant, quand on est incapable d'avoir des résultats et qu'on est incapable d'avoir de l'efficacité gouvernementale. Dès qu'on a une efficacité gouvernementale, c'est que les institutions ne marchent pas, les gouvernements ne marchent pas, l'administration ne marche pas. Après, je suis d'accord avec vous, il y a une réforme à mener sur la question de l'administration et de la réforme de l'État en termes d'efficacité publique, mais Emmanuel Macron avait lancé un chantier qui s'appelait Action publique 2022, auquel on n'a pas vu le moindre résultat 4 ans après sa lancée. Donc dessus, je ne sais pas s'il sera capable de le faire, étant lui-même haut fonctionnaire et représentant de ce milieu. J'ai écrit un texte dernièrement en disant qu'Emmanuel Macron était victime d'impuissance. En fait, Emmanuel Macron subit les événements plutôt qu'il... Avant, il était le maître des horloges. Aujourd'hui, le grand Jupiter qui décidait de comment se passait le temps et dictait le rythme du quinquennat. Aujourd'hui, il le subit, le rythme du quinquennat. Il subit la crise sanitaire sans en prendre le contrôle, en tout cas dresser un cap à long terme, notamment à partir de la date du 11 mai du déconfinement. Il n'arrive pas à lancer un cap économique. Aujourd'hui, son cap économique n'est plus clair. Il a changé à peu près 2-3 fois de ligne depuis 2017. Et ensuite, après, sur la question des institutions...
globalement proportionnelle ou pas. Moi, je pense que la proportionnelle ne permet pas de favoriser la question de l'efficacité. En fait, ça permet de favoriser la représentation nationale, parce que tout l'ensemble des courants politiques sont favorisés. Mais je pense que les gens ont besoin d'une seule chose, c'est d'efficacité gouvernementale à travers le slogan de Boris Johnson, reprendre le contrôle. Ce qu'ils veulent, c'est sentir posséder leur destin, afin que la France puisse de nouveau peser à la fois sur les affaires du monde et que le gouvernement puisse peser sur les affaires nationales. Éric Delannoy, je vous laisse conclure. Oui, simplement parce que sur la partie jupitérienne, c'est peut-être simplement que Jupiter, c'était un mauvais procès aussi. Ça peut aussi vouloir dire que c'était juste ridicule de le considérer comme ça. Pour le reste, c'est lui-même qui s'auto-qualifie comme ça. Non, en fait, je suis pas d'accord avec ça, mais c'est pas grave, on va pas lancer le débat maintenant. Mais pour le reste, je suis d'accord sur le fait que l'efficacité de l'État est une priorité absolue, et la crise l'a mis en évidence. Aujourd'hui, ce n'est pas Emmanuel Macron qui a rendu l'administration, on va dire, quasiment tournant sur elle-même, avec des processus de décision absolument incroyables. Quand on voit qu'aujourd'hui, les grands corps d'État, Conseil d'État, Inspection des finances, Cour des comptes, sont là pour faire respecter la norme, pas pour se transformer. Ça, c'est un vrai problème. Or, tous les grands fonctionnaires viennent de ces trois corps-là. Et on va s'arrêter là. Merci. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain à 18h et à 22h30. J'avais un doute, mais non, c'est bien ça. Dans un instant, audition publique. L'invitée ce soir, Elisabeth Borne, ministre du Travail. Et puis bonjour chez vous. Demain, dès 7h30, Oriane Mancini recevra Annick Girardin, ministre de la Mer. Je vous souhaite une excellente soirée sur Public Sénat.